Quand nous disons que les lois logiques prises dans leur sens plein définissent les conditions formelles de l'être, il s'agit tout d'abord non de la réalité sensible comme telle, mais de son être intelligible tel qu'il se détermine dans la prédication. Ainsi, le principe d'identité signifie que tout état de choses affirmé de l'objet est en tant que tel valable partout et toujours, car le contenu prédicatif existe que comme idéalité. Si j'écris sur une table ronde, la rondeur est un moment réel qui se constitue dans des synthèses sensibles, plus particulièrement kinesthésiques et oculomotrices. La forme est immanente à l'objet lui-même. Elle se modifie et disparaît avec lui. Mais si je dis « la table est ronde », je pose un état de choses qui, comme détermination idéale, restera toujours identique à lui-même. La forme de la table, comme la table elle-même, n'existe que dans le flot mouvant des présentations sensibles. Le fait que la table est ronde est une vérité catégoriale, prédicative, qui en tant que telle est valable partout et toujours. Sans doute s'agit-il d'un jugement occasionnel qui renvoie à la situation où je me trouve. Mais son contenu comme tel se définit comme une pure idéalité dont l'être est hors de l'espace et du temps. Si je dis « la guerre de Troie a eu lieu », je me réfère à un événement passé en posant un contenu intelligible qui en tant que tel n'est pas dans le temps, mais appartient au domaine idéal des significations prédicatives. Le principe d'identité n'a pas d'autre sens que de définir cette idéalité. C'est de la même manière qu'il faut interpréter la non-contradiction et le tiers exclu. Une idéalité en tant que telle implique toujours sa négation possible. Sa position comme vraie consiste justement à exclure cette possibilité de négation et vice-versa. La perception de la rondeur de la table ne comporte pas en elle-même l'exclusion de la non-rondeur, car il n'y a rien dans la rondeur comme forme sensible qui motiverait la possibilité d'une forme qui ne serait pas ronde. La table est perçue simplement comme elle est, sans doute des corrections sont-elles possibles. L'objet vu de plus près peut se révéler comme ovale, mais le revirement ne surgit qu'avec l'expérience même de la déception. Sa possibilité n'est pas envisagée à l'avance dans la perception originelle. Mais l'état de choses, la table est ronde, définit un contenu idéal qui en lui-même peut être l'objet d'une négation aussi bien que d'une affirmation. Le sens de l'une consiste dans l'exclusion de l'autre, et l'exclusion de la première revient à la position de la seconde, tertium non datur. Or, il convient de remarquer que si les contenus prédicatifs constituent en eux-mêmes de pure idéalité, il appartient à leur sens effectif de déterminer l'objet lui-même. En disant « la table est ronde », je parle manifestement de la table réelle que j'ai devant les yeux, et je ne fais qu'énoncer un état de choses qui lui appartient en propre. Quand le physicien constitue une théorie sous la forme d'un système d'équations, il ne se place pas dans un monde idéal qui serait autre que celui de la perception sensible. Il ne vise bien évidemment que ce monde même dans lequel nous vivons tous et que la science définit dans son être véritable. Les idéalités constituées dans la prédication ne sauraient donc se séparer de la réalité sensible comme telle. Elles ne sont précisément que les déterminations intelligibles de cette réalité. Dès lors, les principes logiques qui définissent l'être des idéalités ne peuvent pas être dans leur sens profond complètement indépendants du contenu matériel des énoncés effectifs, car leur vérité consiste précisément à être vraie de ce contenu. L'illusion du formalisme se fonde sur les conditions mêmes du travail de formalisation. L'a priori formel présente ce caractère particulier d'être obtenu dans une variation absolument sans limite, une vidification Entleerung, vidange de tout contenu. Si je veux obtenir l'essence d'une région déterminée, la chose, l'animalité, la société, etc., je dois maintenir le sens matériel qui lui est propre, en intuitivant des exemples concrets où j'éprouve la nécessité de son contenu a priori. Ainsi, je pourrais concevoir sur le plan d'une pensée purement aveugle ou symbolique une chose qui ne serait pas étendue. Mais si j'essaie de la réaliser dans l'imagination, je m'aperçois immédiatement que la spatialité lui appartient par essence. Or, la formalisation se présente sous un aspect original. Comme il ne s'agit plus d'un objet de telle région, et de tout objet en général, la variation ne doit être limitée par aucune condition qui puisse se représenter dans l'imagination. Il s'agit d'un X absolument indéterminé. Le logicien a ainsi l'impression que les lois qu'il définit sont radicalement indépendantes de toute référence au contenu concret du jugement. Si l'on appelle noyau
les moments qui subsistent quand on dépouille une proposition de tous ses rapports proprement prédicatifs et qui renvoient irréductibles à une intuition antéprédicative, on dira que dans le domaine formel thématisé par la logique, les noyaux sont irrelevants. Mais ce n'est là qu'une apparence, car il est bien évident que les lois logiques concernant les jugements effectifs et ne sauraient être entièrement sans rapport avec leur contenu. En remplaçant la variation imaginative proprement dite par la considération purement formelle d'un X absolument indéterminé, on a usé d'un moyen technique nécessaire, mais qui dissimule le sens authentique de l'opération. Le contenu est indéterminé en ce sens qu'il peut se prendre dans n'importe quelle région, encore faut-il que cette région existe, et son existence impliquera nécessairement des conditions d'ordre matériel. Autrement dit, le X indéterminé ne désigne pas n'importe quoi, mais bien une réalité possible, quelle qu'elle soit. Ainsi, les lois logiques ne pourraient pas s'appliquer à une proposition comme la somme des angles d'un triangle est égale à la couleur rouge. Car l'énoncé, tout en respectant les formes grammaticales, n'a aucun sens imaginable. Il n'appartient à aucune région de l'être. On ne saurait dire qu'une proposition de ce genre soit fausse, car il s'ensuivrait en vertu du principe du tiers exclu que sa contradictoire serait vraie. Elle est donc ni vraie ni fausse, mais simplement dénuée de sens. Ainsi, les lois logiques ne sont formelles que par abstraction. Leur vérité se trouve liée aux conditions matérielles du jugement vrai. Les noyaux sont relevants. Paragraphe 20. La genèse du jugement. La réflexion sur le domaine formel nous a permis de dépasser le formalisme. La forme n'a de sens que comme forme de l'être. Elle est donc un moment de l'être lui-même. Et bien qu'il ne s'agisse tout d'abord que de l'être idéal des déterminations intelligibles, il s'avère que les idéalités constituées dans le jugement renvoient irréductiblement aux réalités qui se présentent dans la perception sensible. La vérité des formes prédicatives se fonde dès lors sur le mouvement de l'expérience antéprédicative. La logique, comme théorie des formes de l'être intelligible, ne trouve sa pleine justification que dans l'explicitation de la dialectique par laquelle l'intelligible s'engendre à partir du sensible. Telle fut précisément la direction constante de la réflexion de Husserl, comme en témoigne déjà la 6e recherche logique. Mais le thème proprement génétique ne sera explicité qu'à partir de 1919, dans une série d'inédits dont Landgrebe a présenté l'essentiel dans Erfahrung und Urteil. Nous partons du monde immédiatement antéprédicatif, où les choses se trouvent données comme des unités spatio-temporelles portant des qualités diverses et intégrées dans un ensemble d'habitudes qui les font apparaître comme appartenant à des types plus ou moins familiers. Une organisation de ce genre n'est évidemment immédiate qu'en apparence. Bien qu'elle n'ait encore rien de la précision et de la rigueur des catégories de l'entendement, elle n'en implique pas moins un style déterminé qui renvoie à une genèse extraordinairement complexe et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Nous prenons provisoirement le monde de la vie comme un donné pour considérer le mouvement qu'il élève aux formes de l'intelligibilité. La perception sensible se déroule en une suite de synthèses d'identification simples, chaque présentation se trouvant liée à la précédente comme présentation de la même chose. Le rapport est assuré par l'horizon à l'intérieur duquel se poursuit le cours de l'expérience. Chaque aspect étant saisi avec un certain sens où s'esquissent des possibilités pratiques de développement relativement indéterminées dans leur contenu, mais qui renvoient constamment par leur style général à un seul et même objet. Chaque moment apparaît ainsi comme la continuation du précédent, resté encore présent dans la rétention. Dans la suite des présentations, la perception de la chose s'enrichit en réalisant ses possibilités. Elle peut également se modaliser, l'objet se révélant comme différent de ce que l'on croyait. Ainsi, je découvre que cette sphère était bosselée. La synthèse d'identification s'accomplit encore puisqu'on a toujours conscience d'avoir affaire au même objet. Mais certaines déterminations se détachent comme inexistantes, motivant une rectification de la perception précédente. Ainsi, le cours spontané de l'expérience sensible implique déjà, dans le cas de la modélisation, un mouvement d'abstraction antéprédicative où des moments, formes, couleurs, etc. se séparent de l'objet qui se maintient dans son unité d'ensemble. Or, il arrive qu'un effort d'attention permette d'expliciter certaines déterminations tout en les maintenant comme existantes à l'intérieur de l'objet. Tel est le processus de l'explication. Considérons cette coupe. Notre regard le parcourt et s'attache à sa forme ronde. La parcourt et s'attache à sa forme ronde, puis à un aspect de cette forme, etc. Dans ces saisies partielles, la coupe est toujours là, comme le thème constant auquel nous nous appliquons, mais sa perception a subi une modification remarquable.
Elle s'accomplit non plus comme acte originaire, mais comme acte rétentionnel, ne se maintenant que sur le mode du encore. En d'autres termes, l'objet total est toujours présent, mais passé à l'arrière-plan, tandis que s'explicitent progressivement les moments particuliers qui le recouvrent justement à titre de moment. À chaque pas de l'explication, le moment singulier qui s'explicite recouvre le substrat et s'incorpore ainsi à son contenu de signification. Il apparaît comme une détermination de ce substrat. On remarquera que tout ce processus s'est accompli sur le plan antéprédicatif de la réceptivité. Dans cette synthèse du passage de S à P, le substrat qui se maintient comme encore saisi, nor, im, griffe, toujours sous contrôle, a enrichi son sens. Mais quand, gardant S sous notre regard, nous passons à son moment P et éprouvons P comme recouvrant S et S se rétrécissant en P, nous n'avons pas encore posé S comme sujet d'un jugement prédicatif et comme possédant son moment à titre de prédicat. Ceci est le résultat d'un nouveau mode d'activité. Déjà dans la saisie réceptive et dans l'explication, il y avait activité, le moi, en s'appliquant activement au substrat. S l'a saisie dans son unité indistincte et l'a thématisée, puis dans la synthèse explicative, a saisi activement sa détermination P. Là-dessus s'est inséré passivement comme résultat de l'explication le recouvrement du substrat S, maintenu sous le regard de la conscience sur le mode du encore par sa détermination P. Dans cette modification passive, l'objet S comme substrat thématique reçoit son enrichissement de sens. Ainsi, l'activité d'explication au niveau de la perception antéprédicative n'a fait surgir le rapport du substrat à la détermination que sous une forme passive. Si au lieu de considérer ce cube dans son unité immédiatement perçue, je m'attache plus spécialement à sa couleur rouge, le cube est encore saisi mais simplement comme le fond sur lequel surgit le moment particulier de la couleur ou de la forme à titre de figure. Le rapport apparaît comme passivement vécu et senti, mais sa présence va motiver une reprise active qui constituera le travail propre de la prédication. Le substrat S dont le sens s'enrichit au cours du process est passé à l'arrière-plan et ne se maintient que sur le mode du encore saisi. Il n'est plus au centre d'intérêt, au foyer du regard de la conscience. Mais se présentant maintenant avec son sens enrichi, il revient au centre d'intérêt. Nous revenons à S, l'identifiant ainsi avec lui-même, ce qui veut dire simplement qu'il surgit de nouveau à titre de S. Dans cette nouvelle saisie thématique, nous avons son enrichissement de sens comme simple protension en connexion avec la rétention du process qui vient de s'écouler, le process de l'explication. L'intérêt se dirige activement sur S, pris dans son enrichissement de sens, ce qui implique que nous passons de nouveau à P, car au début P comme enrichissement du sens surgit seulement dans la synthèse du passage où il s'explicite comme une détermination qui recouvre le substrat. Mais le passage est maintenant dirigé par la volonté de connaître qui vise à poser nettement S dans sa détermination. Une intention active tente à saisir explicitement ce qui auparavant n'était qu'un recouvrement passif, en d'autres termes à effectuer activement le passage à P et à créer dans un acte originaire cet accroissement de sens à S. Comme moi actif dirigé sur S dans son accroissement de sens et attachant mon intérêt à cet accroissement même, j'effectue le passage et le recouvrement partiel, la détermination P étant posée comme un moment qui recouvre une partie de l'objet total S, comme libre activité, et je remplis ainsi l'intention déterminante, l'intention qui vise S, dans son sens enrichi par le passage et le recouvrement. J'ai S comme substrat d'une détermination et le détermine activement. L'objet qui sert de substrat prend la forme du sujet prédicatif. Il est le thème dont on parle comme terminus aquo, et l'activité se porte vers le prédicat comme le pôle opposé terminus ad quem. Maintenant seulement, dans une activité qui n'est pas seulement activité synthétique en général, mais activité de la synthèse elle-même, nous prenons conscience que S est déterminé par P sur le mode du S et P. Que les substrats de l'explication en deviennent sujets et que les déterminations simplement explicitées au niveau de la réceptivité deviennent prédicats, cela ne peut se réaliser qu'en tant que le regard se retourne sur l'unité en quelque sorte cachée, qui dans l'activité s'exerçant au niveau de la réceptivité, se préconstitue passivement dans le processus de l'explication. S'attacher à cette unité pour la saisir, c'est répéter le process dans une attitude modifiée,
transformer la synthèse passive en synthèse active. De la saisie spontanée de S comme sujet, l'acte d'identification déterminante se porte sur P. Le regard thématisant est vécu comme saisissant le fait que S se détermine comme P. Déjà auparavant, dans l'explication, l'objet s'est implicitement déterminé comme P, plus précisément il s'est révélé comme tel, mais le fait de se déterminer comme n'était pas explicitement saisi. Il ne l'est que dans une répétition active de la synthèse, répétition qui présuppose une explication préalable au niveau de la réceptivité. En un mot, la synthèse prédicative a toujours essentiellement ces deux couches. 1. Le passage de S au moment P, Q qui surgissent en le recouvrant. P, Q sont saisis pour eux-mêmes. L'intérêt qui se portait sur le sens d'objet de la préconstitution et corrélativement sur le contenu qui s'y dévoile comme contenu de l'objet S se glisse maintenant du côté des déterminations, mais S, ainsi que ces moments déjà saisis, reste encore saisis. 2. Là-dessus s'articule une opération nouvelle. L'intérêt du moi se retourne sur S et explicitant de nouveau P dans un acte particulier et dirigeant de nouveau le regard sur lui, prend conscience de l'enrichissement de sens de S et s'y assouvit, en recréant cet enrichissement dans un acte originaire par lequel il réeffectue le passage à P. Et il en est de même pour toutes les déterminations. La détermination se constitue toujours en deux temps. Ainsi se trouve décrit le process de la prédication que la tradition visait déjà sous les titres de synthèse et d'analyse. Die résiste sans arriver à le saisir de manière effective. Nous avons insisté sur cette description en raison de son importance décisive. Si étrange que puisse paraître la notion d'une préconstitution passive des significations idéales dans l'activité antéprédicative qui se développe au niveau de la perception sensible comme telle, elle n'en constitue pas moins une donnée phénoménologique absolument évidente et qui recèle la seule solution effective du passage du sensible à l'intelligible. Le travail de la subjectivité dans le monde de la vie donne leur seule justification possible aux idéalités du monde de l'esprit, en tant que leur sens effectif de vérité dans leur être idéal ne peut consister qu'à se poser comme la vérité même de ce monde. Qu'une telle position implique un acte spécifique, cette spécificité n'est pas la marque d'une séparation absolue. Elle n'est précisément en tant que séparation que la réalisation effective où s'accomplit le sens authentique de l'unité. Chaque enrichissement du sens logique présuppose un enrichissement préalable de la réceptivité. La synthèse spontanée prédicative de l'identification ne peut avoir lieu que là où déjà ont précédé la perception et l'explication au niveau de la réceptivité. Ainsi, l'acte créateur du jugement ne consiste qu'à réeffectuer de manière explicite un rapport apparu originairement sous une forme passive dans le mouvement même de l'activité sensible. Toute sa vérité consiste en une telle reprise toujours renouvelée où le réel se constitue dans son être véritable. Ce fut précisément le mérite de Kant que d'avoir montré que seule la sensation permet de donner à la catégorie sa signification effective. L'analyse transcendantale était précédée d'une esthétique qui définit les conditions auxquelles les concepts de l'entendement ont valeur de connaissance. Il en résultait bien, évidemment, que la conscience constituante se présente originairement comme conscience sensible et que l'intelligible surgit du sensible lui-même comme son sens de vérité. Mais le criticisme se donnait immédiatement le résultat du mouvement. Se plaçant directement au niveau des formes d'universalité, il s'interdisait de comprendre les médiations où elles se constituent. Dès lors, le moi déterminant se détache abstraitement de son fondement sensible sans qu'on puisse comprendre comment il peut ne faire qu'un avec le moi empirique dans l'expérience de la conscience effective. Mais la question de savoir comment le moi, le je pense, est distinct du moi qui s'intuitionne lui-même, tout en ne formant avec ce dernier qu'un seul et même sujet, comment je puis dire par conséquent, moi comme intelligence et sujet pensant, je me connais moi-même en qualité d'objet pensé, en tant que je suis en outre donné à moi-même dans l'intuition, seulement comme je connais les autres phénomènes, c'est-à-dire non pas tel que je suis devant l'entendement, mais tel que je m'apparais à moi-même. Cette question ne présente ni plus ni moins de difficulté que celle de savoir comment je puis être moi-même en général un objet. En fait, le véritable problème ne concerne pas le rapport du déterminant au déterminé, car il n'y a aucune difficulté à ce que le moi actif se reconnaisse dans l'affection
dont il s'est affecté lui-même dans le sens interne. Mais la conscience empirique implique un contenu sensoriel qui ne peut s'expliquer simplement comme la manière dont le moi s'apparaît à lui-même. Et puisque l'identité des deux moi ne saurait faire aucun doute, il faut bien admettre que le constituant est homogène dès l'origine aux données sensibles qui va élever au niveau de l'intelligibilité. Le moi transcendantal ne se conçoit ainsi que comme temporel, l'acte par lequel il transcende le temps, ne faisant que définir la forme suprême de sa temporalisation. L'intemporalité des objets de l'entendement, leur existence partout et nulle part, se révèle comme une forme particulière de la temporalité. Cette supratemporalité signifie omnitemporalité. L'omnitemporalité est elle-même un mode de la temporalité. Tel est l'horizon dans lequel se poursuivent les analyses de la phénoménologie génétique. La genèse intentionnelle ne se place ni sur le plan abstrait des conditions de possibilité, ni sur le plan psychologique des constructions mentales. L'intelligible ne s'impose pas au sensible au sens où il l'aurait informé d'ores et déjà dans la synthèse des intuitions. Il n'en arrive pas non plus comme le produit d'une simple combinaison. Il implique une prise de conscience où s'explicitent les significations passivement préconstituées dans le travail sensible réel qui se développe dans le monde de la vie. Dans la dialectique de ce passage, le moi se réalise dans sa liberté, en affirmant la vérité qu'il sent s'imposer en lui, dans la passivité de son vécu. Ces notions ne renvoient à aucun mystère, mais à une expérience phénoménologique absolument évidente et que chacun peut revivre en soi-même à chaque instant. Toute praxis fait surgir passivement dans le mouvement de son vécu effectif un horizon nouveau où l'être du réel se révèle dans son sens véritable. Si je tâtonne autour de moi dans un lieu obscur, je sens au bout d'un certain temps s'esquisser passivement en moi certains rapports qui, aussitôt que j'en prends activement conscience, me font sortir de ma situation immédiate et me permettent de dominer l'espace dans lequel je tâtonnais. Or, une telle prise de conscience n'est pas un acte arbitraire, elle se trouve exigée par la présence même de ces rapports que j'éprouve en moi de manière de plus en plus pressante à mesure que les mouvements du tâtonnement se déposent dans la rétention et s'accumulent sous la forme de possibilités globales, senties et vécues, et qui s'imposent à moi comme le sens effectif de mon activité réelle. Les mouvements que je viens d'accomplir en tâtonnant restent encore présents dans leur forme générale et continuent à s'esquisser comme des possibilités pratiquement éprouvées dans l'activité en cours, et l'ensemble de ces possibilités s'affirme avec une évidence croissante comme l'horizon de mes pouvoirs où se révèle le sens d'être de la réalité qui m'entoure. En un mot, dans la prétention de mes expériences pratiques s'élabore une forme nouvelle de protentio où le sens vécu dans la temporalité de l'instant, se fixe en un projet qui dessine la forme même de l'être. Dans l'expérience du tâtonnement, la forme spatiale du monde ambiant n'apparaît d'abord évidemment que de manière évanescente au cours des mouvements que j'accomplis, encore que ceux-ci prennent dans leur contenu réel l'aspect d'un véritable travail par lequel je construis l'espace environnant. Mais une telle signification qui, sur le plan vécu, ne se présente encore que comme passivement préconstituée, se renforce progressivement avec l'accumulation des expériences effectives. À un moment donné, les mouvements de déplacement s'insèrent d'eux-mêmes dans la forme nouvelle. Ils prennent le sens de déplacement dans un espace d'ores et déjà dominé, du moins dans ses structures générales. Le regard de la conscience se retourne alors sur ce sens préconstitué dans la rétention et qui s'impose comme la réalité effective de toute l'activité passée. Le moi le réeffectue de manière explicite en le posant consciemment comme le sens même de la spatialité, obscurément visé dans le tâtonnement et qui se révèle maintenant dans son être véritable comme structure géométrique. On peut comparer utilement ces descriptions avec la dialectique de la conscience chez Hegel, où le même mouvement se trouve présenté sur le plan du concept dans la phénoménologie de l'esprit. Introduction. Ce mouvement dialectique que la conscience exerce en elle-même, aussi bien en son savoir qu'en son objet, en tant que devant elle le nouvel objet vrai en jaillit, est proprement ce qu'on nomme expérience. La conscience sait quelque chose, cet objet est l'essence ou l'en-soi, mais il est aussi l'en-soi pour la conscience. Dès lors, entre en jeu l'ambiguïté de ce vrai. Nous voyons que la conscience a maintenant deux objets, l'un le premier en soi, l'autre l'être pour elle de cet en soi.
Le premier en soi est l'objet immédiat de l'activité sensible, l'être pour la conscience de cet en soi est le sens passivement préconstitué dans cette activité où l'en soi se révèle à la conscience dans son être véritable. Ce dernier semble n'être d'abord que la réflexion de la conscience en soi-même, une représentation non de l'objet, mais seulement de son savoir du premier objet. Égale le sens passivement préconstitué vécu dans la conscience comme le sens immanent de son activité sur l'objet, la conscience en a conscience dans une réflexion en elle-même. Mais comme il a été montré précédemment, le premier objet se change pour elle. Il cesse d'être l'en-soi et devient pour elle un objet tel qu'il est seulement l'en-soi pour elle. Égale l'objet immédiat de l'activité. Sensible, c'est chargé du sens passivement préconstitué en elle. Il n'existe donc plus comme réalité objective en soi que dans ce sens même par lequel il se révèle à la conscience dans son être véritable. Il est seulement l'en-soi pour elle. Mais ainsi, c'est cela même l'être pour elle de cet en soi qui est alors le vrai, autrement dit, l'essence ou son objet. Égale la conscience se retourne alors sur le sens préconstitué et le constitue activement en le posant comme le sens même de l'objet. Ce qu'elle perçoit maintenant comme réalité objective, ce n'est plus l'objet immédiat de la certitude sensible, le premier en soi, mais cet objet dans le sens qu'il a pour elle comme sujet porteur de prédicat, l'être pour elle de cet en soi. C'est cet être logique qui définira désormais le vrai ou l'essence. Ce nouvel objet contient l'anéantissement du premier. Il est l'expérience faite sur lui, égale avec le passage, la prédication, le monde immédiat de la certitude sensible s'est supprimé. Il s'est éprouvé dans le cours de l'activité sensible comme étant véritablement tel que le définit désormais le jugement. Les données intuitives ne sont donc désormais perçues que dans l'unité intelligible du concept. En langage kantien, l'objet est ce dans le concept de quoi est réuni le divers d'une intuition donnée. On dira évidemment qu'une description de ce genre ne porte que sur la manière dont l'intelligible se révèle à nous. Pros emas, et qui ne saurait en être tiré argument contre son antériorité en soi. T. Fuseille. Et en effet, les mouvements que j'ai faits en tâtonnant n'ont été possibles, semble-t-il, qu'en raison de la structure même de l'espace. D'une manière plus générale, toute vérité en tant que telle se présente non seulement comme indépendante de la situation dont elle surgit, mais encore comme conditionnant la possibilité même de cette situation. Mais une telle présentation n'est que le résultat de cet oubli de soi qui appartient à l'essence même de la vérité. En fait, la valeur des formes idéales n'est pas séparable du mouvement où elles se constituent. Le développement de la science moderne nous a précisément enseigné qu'aucune notion conceptuelle ne peut se définir en dehors des opérations pratiques de vérification où elle prend justement son sens effectif. Ainsi, pour l'exemple de l'espace, la floraison des géométries non euclidiennes et leur usage en physique démontrent suffisamment que la structure spatiale n'est pas en soi indépendante des activités spatialisantes de déplacement et de manipulation prises dans leurs possibilités idéales, comme en géométrie, ou dans leur pratique effectivement réelle, comme en physique. Aussitôt qu'il se révèle qu'à une certaine échelle de grandeur, les opérations de mesure ne peuvent plus s'effectuer de la manière à laquelle nous nous sommes habitués, c'est la conception même de l'espace que le savant est obligé de bouleverser. La dialectique par laquelle le sensible se dépasse lui-même pour se supprimer dans l'intelligible ne vaut qu'en tant qu'elle s'accomplit de manière effective et se renouvelle constamment à partir d'un donné toujours nouveau. C'est donc toujours en dernière analyse dans le travail sensible réel que les notions les plus élevées trouvent le fondement multiple de leur sens intelligible et de leur valeur de vérité. Mais il entre dans leur sens même d'oublier aussitôt ce mouvement qui les a engendrés. Leur devenir est en soi, ou pour nous, non pour la conscience qui vit en lui, car pour elle la vérité s'impose du dehors comme un en soi. La naissance du nouvel objet qui se présente à la conscience sans qu'elle sache comment il lui vient, c'est ce que nous voyons se passer, pour ainsi dire, derrière son dos. Dans son mouvement, il se produit ainsi un moment de l'être en soi, ou être pour nous, moment que ne voit pas la conscience qui est prise elle-même dans l'expérience. Le contenu de ce que nous voyons naître est pour elle, tandis que nous le concevons dans sa forme constituante ou dans son pur devenir. Pour elle, ce qui est né n'est que comme objet. Pour nous, il est en même temps comme mouvement
et devenir égale phénoménologie de l'esprit. Introduction. On remarquera que le résultat de la Genèse ne se limite pas à la formation logique comme telle. L'acte du jugement ne pose pas seulement les formes de la syntaxe, mais aussi celles du noyau. Si je dis que la table est ronde, je n'ai pas simplement énoncé un rapport logique de sujet à prédicat, j'ai introduit des significations nouvelles dans le monde de la perception elle-même. La table n'est plus seulement cette unité sensible donnée dans l'intuition, elle fonctionne comme sujet à titre de substantif. De même, la forme ronde ne figure comme prédicat que parce qu'elle a pris le sens d'un adjectif. Dès lors, l'objet sensible surgit dans un horizon nouveau où il apparaît immédiatement comme disponible pour les opérations prédicatives. Sa constitution procède désormais suivant la forme d'une unité nécessaire qui le pose comme d'ores et déjà déterminé par rapport aux fonctions du jugement. Si l'on distingue dans la syntaxe du jugement une forme d'une matière, celle-ci sera constituée par des formations de noyaux qui comporteront de nouveau matière et forme. Ainsi, la proposition « tous les corps sont divisibles » implique comme forme syntaxique les formes de sujet et de prédicat et leur rapport, et d'autre part comme matière syntaxique les formations de noyaux, corps et divisibles. La formation de noyau, corps, implique à son tour une forme de noyau, la forme de substantif, et une matière de noyau, les coordonnées à l'intuition antéprédicative. Ainsi, les formes de noyau s'appliquant aux objets antéprédicatifs les rendent disponibles pour la prédication. Elles réalisent la définition kantienne des catégories comme concept d'un objet en général, au moyen desquels l'intuition de cet objet est considérée comme déterminée par rapport à une des fonctions logiques du jugement. Son objectivité implique désormais une recognition fondée sur le concept et qui donne sa règle à la synthèse des intuitions. Ainsi apparaît un monde nouveau, comme un monde de vérité où se vérifient les analyses kantiennes de la notion de l'expérience. Dans l'horizon projeté par l'acte judicatoire, les objets sont perçus comme d'ores et déjà déterminés dans leurs propriétés et leur situation spatio-temporelle. Il ne s'agit plus de caractères subjectifs relatifs apparaissant dans le flot héraclitéen de la perception immédiate, mais de détermination objective et dont l'objectivité se définit précisément par leur indépendance par rapport à la situation du sujet. De cette perception nouvelle, où l'événement se présente sous l'aspect d'un fait définissable par concept, on dira avec raison qu'elle est nécessairement conforme aux conditions du jugement, puisque le jugement est précisément l'acte qui, à ce niveau, donne à la représentation son rapport à l'objet. L'acte originaire de la prédication ne pose pas les significations logiques dans un monde à part des idées, elle les fait surgir dans le monde même de l'intuition qui apparaît sous une forme nouvelle, comme figure nouvelle de l'être. Le moi n'est plus cette unité mouvante et bigarrée de la vie sensible immédiate. En tant que porteur de vérité, il se pose nécessairement comme identique à lui-même, son identité assurant précisément le sens de l'objectivité. Il sera légitime dans ces conditions de dire que le monde est en moi dans l'acte par lequel je le constitue. Dans la perception originaire, j'ai conscience de moi-même comme posant le monde dans son être véritable, non pas évidemment que mes représentations soient toujours vraies, mais elles ne sont miennes comme appartenant à mon moi identique que par leur sens de vérité. Je ne veux pas dire, explique Kant dans la déduction, que ces représentations se rapportent nécessairement les unes aux autres dans l'intuition empirique, mais qu'elles se rapportent les unes aux autres dans la synthèse des intuitions grâce à l'unité nécessaire de la perception, c'est-à-dire suivant des principes qui déterminent objectivement toutes les représentations en tant qu'ils peuvent en faire sortir une connaissance et qui dérivent tous de l'unité transcendantale de la perception. En tant que le monde est en moi, il n'est qu'un moment de moi-même, et je me reconnais en lui, dans la conscience originaire que je prends de moi-même comme acte constituant. Mais puisque je me reconnais dans le monde, je me saisis moi-même comme un de ces moments. Dans cet horizon de toute existence valable, le moi s'affirme comme un existant parmi les autres existants, puisque c'est en cela même que se définit désormais la notion même de l'existence. Je prends place dans ce monde qui est mien pour me réaliser dans ma vérité. Le constituant se retrouve immédiatement comme constitué dans le résultat de la constitution. L'acte de position est immédiatement auto-position sous la forme de la passivité. La conscience empirique se présente comme l'auto-objectivation de la conscience déterminante. Dès lors, il devenait impossible de constituer l'intelligible sur le fondement du sensible, puisque le sensible n'apparaît lui-même que dans l'activité intellectuelle qu'il a posée.
Le kantisme, opérant par régression à partir du monde élaboré dans l'horizon du jugement, s'interdisait toute thématisation du contenu antéprédicatif qui fonde pourtant la vérité de la vie prédicative. Le donné intuitif, constamment pris sous sa forme objectivée dans le cadre de l'expérience scientifique, s'interprétait nécessairement comme psychologique et le constituant ne pouvait se définir que par l'exclusion de tout contenu matériel. Le système tournait dès lors autour de la notion d'objet sans qu'on puisse comprendre comment un objet effectivement réel a pu apparaître, car l'analyse des conditions formelles de l'objectivité portait bien sur le concept du divers, elle n'atteignait en aucune manière le divers effectivement donné à notre intuition. Il n'était pourtant pas possible d'écarter complètement le problème de la possibilité réelle de l'usage empirique des catégories. Kant le résout dans la fameuse note au paragraphe 26 de la déduction par une sérieuse entorse que nous avons déjà signalée aux définitions originelles. Il se découvre subitement que l'espace et le temps, qui n'apparaissaient au début que comme forme de l'intuition, impliquaient pourtant d'ores et déjà, à titre d'intuition formelle, l'unité d'une synthèse où l'entendement détermine la sensibilité, bien qu'elle précède tout concept et a été pour cette raison attribuée dans l'esthétique à la sensibilité elle-même. Il s'agissait manifestement de l'expression d'une unité sentie et vécue dans la vie sensible, celle-ci étant conçue non pas comme rhapsodie de sensations, mais comme pratique effective. La forme de l'intuition qui donne simplement le divers et la manière dont la conscience se trouve affectée, la forme de sa position fondamentale éprouvée dans la certitude de sa vie réelle. La prise de conscience de cette forme comme passage de la certitude à la vérité pose le divers dans l'unité d'une intuition formelle. La structure de l'être n'est plus simplement vécue, passivement préconstituée dans le devenir sensible où elle s'élabore. Elle se constitue activement dans l'objet comme le résultat qui jaillit de ce devenir. En prenant conscience de la manière dont je me sens vivre et agir, je me pose dans la vérité de ma vie vécue comme sujet éternel d'un monde de détermination nécessaire. Dans cet horizon nouveau de l'être, des jugements particuliers interviennent pour expliciter des cas précis de détermination effective. Mais la synthèse conceptuelle n'est possible comme telle que sur le fondement d'un acte originaire qui a posé au niveau même de l'intuition la forme générale du monde, comme monde de la vérité. L'entendement n'est pas la faculté des concepts en tant qu'il s'imposerait d'en haut à la sensibilité. Il n'est que la sensibilité elle-même s'affirmant dans le sens de son être comme conscience authentique de soi. Ainsi, le mouvement même de la déduction tendait à se libérer du formalisme, à séparer l'un du divers. On s'enlevait tout moyen de comprendre comment l'unité est unité de cette diversité. Il fallait bien alors chercher dans le divers lui-même le jaillissement originaire de l'un. Le rapport de la forme de l'intuition à l'intuition formelle ouvre des perspectives nouvelles sur la synthèse de la perception qui, dans son acte originaire, précède tout concept et ne peut ainsi se fonder que sur le mouvement même du sensible comme tel. Le monde des déterminations objectives, tel que Kant l'a défini, ne s'étend qu'à la surface des choses. Il est l'existant tel qu'il nous apparaît dans la banalité de la vie quotidienne, mais l'acte qui le constitue plonge ses racines dans le pré-constitué. L'existant tient son sens d'un horizon qui renvoie au pré-existant dans la dimension des profondeurs. Il reste maintenant à préciser la constitution de cette raison sensible à laquelle renvoie en dernière instance le sens même de toute raison logique. Nous arrivons ici au résultat de la phénoménologie où se révèle avec le contenu réel des analyses de conscience l'exigence d'un dépassement.